J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Michel Benoît, qui est professeur de psychiatrie, chef du service de psychiatrie adulte et responsable de la cellule de psychotrauma. Donc le professeur Michel Benoît va nous parler du traumatisme au niveau comportemental. Alors nous avons une demi-heure. Merci beaucoup à l'OMNC, merci beaucoup aux organisateurs, merci Véronique et Monsieur le Doyen. Donc je ferai un discours finalement introductif, à l'avantage de démarrer en premier, surtout dans une ambiance aussi détendue. Je vous avoue que dans ma carrière, j'ai rarement débuté une intervention dans une ambiance aussi apaisée, calme, de pleine conscience. Et j'avoue que c'est très agréable. Simplement, il faut que je veille à ne pas trop baisser quand même ma vigilance, d'accord ? Mais je ne le vis pas de façon défavorable. Le trauma, du point de vue comportemental, c'est ce qu'on m'a suggéré de traiter. Un trouble comportemental. Alors, je ferai des allers-retours un petit peu sur ce concept. Je pense que d'abord, avant toute chose, il est important de savoir de quoi on parle. D'accord. Le psychotrauma, les psychotraumas, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Bien sûr, on se focalise beaucoup sur le fameux trouble de stress post-traumatique, le SPT, le TSPT. Qui fait parler beaucoup de lui parce que c'est un trouble fréquent qui est constaté chez certaines personnes. Et le fait que ce soit certaines est assez intéressant à prendre en compte. Après avoir vécu pourtant parfois le même événement ou avoir été témoin d'un même événement menaçant, il peut s'agir bien sûr d'une attaque personnelle ou de masse, d'une catastrophe, d'un incendie, d'une guerre, d'un accident, d'une agression physique, d'une agression sexuelle, d'un harcèlement violent, d'une dispute violente. D'accord ? Il peut s'agir de choses extrêmement diversifiées et qui pourtant vont produire chez certaines personnes des effets véritablement différents et des processus différents. Et c'est probablement pour cela que les classifications ont toujours eu soin de dire oui, mais il faut que ça même ce soit une situation où le sujet s'est senti véritablement menacé. Il s'est senti menacé. On n'a pas le droit de dire il a été menacé. Il s'est senti menacé, il s'est perçu menacé, en danger pour sa vie, pour son intégrité psychique, pour son intégrité physique, d'accord, pour son identité. Ça peut être des choses extrêmement diverses, mais cette subjectivité fait partie même du diagnostic. Alors, ça pose le problème, donc des situations très diverses, est-ce qu'elles pourraient aboutir finalement à un même résultat, c'est-à-dire ce fameux trouble de stress post-traumatique, et aussi pourquoi finalement un même événement va chez des personnes très différentes générer des comportements et des attitudes très différentes. On parle de quelque chose qui n'est pas anecdotique. C'est pas parce qu'on est à Nice et que le psychotrauma a regagné de l'ampleur. On sait ça depuis longtemps. En population générale, quelles que soient les études, on sait qu'en moyenne, il y a vie entière, ça peut aller jusqu'à 4 à 5%, parfois plus de prévalence, d'accord, vie entière, en population générale. Par contre, si on va regarder des populations qui ont été exposées à un événement traumatique, ça peut aller jusqu'à 50%, 60%. L'extrême, c'est l'agression sexuelle, c'est le viol, c'est la menace physique, d'accord, et la menace de mort. C'est des choses qui, dans la moitié des cas, vont générer un trouble qui ressemble au trouble de stress post-traumatique. Et c'est extrêmement variable, bien sûr, selon les terrains, les individus, les cultures. Ça pose une question. Un trouble qui survient chez 50% de la population exposée, c'est bizarre. Est-ce un trouble ? Et c'est vrai que certaines personnes qui sont un petit peu sceptiques
du concept de psychotrauma pourrait dire, oui, bon, si la moitié... Par exemple, si dans cette salle, la moitié des personnes portent des lunettes, est-ce que le fait de porter les lunettes est une maladie ? C'est peut-être finalement un trait qui est lié à leur difficulté, d'accord, sans qu'on puisse véritablement l'interpréter comme un trouble. Et pourtant quand même, c'est un trouble dont on connaît, je pense qu'il faut quand même partir sur ces bases, dont on connaît le processus temporel, mais processus qui peut être très hétérogène. Oui, après un événement exceptionnellement menaçant, il y a un état de dissociation, un état de détresse, ce qu'on appelle la détresse péritraumatique ou la dissociation péritraumatique. Ça peut durer quelques jours, ça peut ne pas exister. Il y a des personnes qui ne ressentent rien, ou qui n'éprouvent rien, ou qui ne manifestent aucun comportement anormal dans les premiers jours, et puis qui, beaucoup vont développer un état de stress aigu, si ça dure moins d'un mois, et puis au-delà d'un mois, c'est une convention, c'est arbitraire. Bon, on a dit, au bout d'un mois, si ça dure plus d'un mois, c'est un trouble de stress post-traumatique, et si c'est plus de 3 mois, c'est déjà chronique. Or, c'est extrêmement hétérogène, on ne comprend pas pourquoi les comportements peuvent être aussi différents d'une personne à l'autre, et ça soulève aussi finalement la question centrale qui est dans le processus en bas de la diapo. Comment ça se fait qu'un événement génère un traumatisme et comment ça se fait qu'une personne traumatisée devient victime? Et on s'aperçoit qu'à chaque étape, il y a des choses qui interviennent et qu'il est important de mieux connaître. Alors, on vous parle de quelque chose qui n'est pas nouveau. Depuis l'Antiquité, on connaît le psychotrauma. On ne l'appelait pas comme ça à l'époque, mais il y a des récits homériques, d'accord, qui décrivent des batailles, d'accord, dans la Grèce antique, d'accord, qui se sont soldées par ce qu'on appellerait aujourd'hui des psychotraumas. Et puis vous savez qu'on en a parlé beaucoup récemment. On a commémoré le 100e anniversaire de l'armistice de 14-18. Et la Grande Guerre a été véritablement un terrain extrêmement fertile pour découvrir un trouble qu'au début on considérait comme un trouble du comportement. Regardez ces soldats qui sont hébétés, stuporeux, encore, immobiles, alors qu'il faudrait, il faudrait venir en aide à d'autres, il faudrait se mettre à l'abri. Ils sont complètement sidérés. Pendant très longtemps, on a dit c'est un trouble du comportement. C'est des gens qui ont un trouble du comportement, c'est des soldats qui ont un trouble du comportement qui est étrange, qui est bizarre. Ils sont sidérés, ils peuvent même avoir des attitudes maintenues anormales. Et on disait, leur cerveau a été percuté, d'accord, par quelque chose. Ils ont eu, dans l'armée napoléonienne, on parlait du vent du boulet, puis après, pendant la Grande Guerre, on a parlé de l'obusite. L'obus est passé près et a créé un blast au niveau du cerveau. Et puis les Anglais, ils parlaient du shell shock, c'est-à-dire quelque chose qui a ébranlé véritablement l'équilibre psychique et qui traduit ces comportements, mais qui peuvent être très bizarres, qui ont été longtemps très suspects. Vous voyez ces attitudes, on peut les voir d'ailleurs au musée des Invalides, d'ailleurs, je crois qu'il y a des statuettes qui ont reproduit comme ça des attitudes totalement qu'on qualifierait aujourd'hui d'hystériques, extrêmement maniérés, d'accord, qui étaient catatoniques, d'accord, ces sujets qui étaient souvent des anciens soldats. Et on disait, c'est d'abord les Américains qui s'en sont occupés, surtout les Salmon et l'équipe du corps expéditionnaire. Ils sont venus, ils ont dit, bon, allez, faut les mettre à l'abri, bien sûr, il faut les sortir du front, il faut qu'ils se reposent un peu, mais il faut qu'ils repartent vite, D'accord ? Pas question de rester planqué, d'accord ? Et d'avoir ce comportement de retrait, d'accord ? Et puis après, on est allé jusqu'à les électrifier, quoi. On faisait ce qu'on appelle des torpillages. On disait, si un comportement anormal, ça doit se redresser. Et on avait des sujets comme ça qui pouvaient avoir, par exemple, des contractures. Et comme on ne connaissait rien à l'époque, on a pu faire des horreurs, quoi. On les opérait. On essayait de leur redresser leur vis, on les mettait dans du plâtre, on leur trempait la main dans la paraffine chaude, enfin, pour essayer de les redresser, et ce comportement qui était effrayant, d'accord, et qui était très suspect. Et puis quand même, heureusement, il a fallu attendre, c'est la fin de la guerre. À partir de 17-18, on a commencé à se poser des questions. On a dit, quand même bizarre. C'est peut-être pas que du comportement tout ça. Il y a peut-être une empreinte psychique
Le trauma a laissé une empreinte psychique, c'est ce qu'on décrit bien dans la dissociation péri- ou post-traumatique. Un sujet qui est stupéfait au niveau cognitif, qui est stuporeux au niveau émotionnel et qui est sidéré au plan comportemental. Je reprends l'expression du général Croc. Il y a une partie comportementale, oui, c'est le sujet qui peut plus bouger, qui ne peut plus aller, qui ne peut plus être libre de ses mouvements, qui ne peut plus être dans la pleine conscience de l'ici et maintenant. C'est quelqu'un qui est victime de son passé, qui ne peut plus se projeter dans l'avenir, parce qu'il a très peur. Et donc cette dissociation était au cœur de ces troubles, et on s'en est aperçu rapidement. Puis des sujets qui étaient déréalisés, qui avaient des sentiments d'étrangeté, qui avaient des comportements automatiques, qui avaient des fuites. Ça a été bien décrit dans tous les événements comme ça très traumatiques, avec un temps vécu. Là on est la pleine conscience, on dit bien ici et maintenant, mais pas possible. Le temps vécu est totalement modifié lorsque chez beaucoup de sujets qui souffrent de troubles de stress post-traumatique. Ils ne peuvent pas se poser. Ils sont toujours dans l'inquiétude de quelque chose qui pourrait à nouveau arriver et rattrapés par un passé qui leur dit bon, faut se mettre à l'abri, il faut. Hein. Et puis ce passé lointain ou pas lointain, non, il n'est pas lointain, il est prêt. C'était hier. Ce qui s'est passé, c'est comme si c'était hier. Donc on voit bien quand même comment les modifications du temps vécu vont influencer le comportement de ces personnes et parfois même les dépersonnaliser et amener à d'autres troubles. L'empreinte psychique, elle peut être différée avec ces mémoires traumatiques, ces altérations de ces schémas corporels. Il y a véritablement ce que vont manifester beaucoup de personnes, c'est cette perte du sentiment de sécurité. Je ne suis plus sûr de moi, je ne suis plus sûr des autres et je ne suis plus sûr du monde. D'accord ? Et ça peut aboutir effectivement à cette rupture, véritablement, comportementale, dans la cohérence de soi, dans la conscience de soi, dans son orientation, dans l'identité qu'on a. Combien de personnes, effectivement, victimes et souffrant de troubles de stress post-traumatique vont dire « Je ne suis plus le même, je ne suis plus moi-même. Avant, j'étais... » avec l'illusion rétrospective, souvent. Avant, j'étais merveilleux, c'était magnifique, on nageait dans le bonheur. Ça a tout cassé, je ne suis plus moi-même, tout s'est rompu. On peut comprendre qu'il, bien sûr, il y a un sentiment subjectif qui peut être très amplifié. Et finalement, c'est beaucoup tout ça qui va amener à ces comportements d'évitement. J'évite un présent dans lequel je ne me sens plus moi-même, qui ne m'appartient plus vraiment, d'accord, et dans lequel je me sens insécure, donc je l'évite et je me mets en retrait. Et ça aboutit évidemment à des conséquences majeures. Et véritablement, ça va aboutir, là je ne veux pas faire de la phénoménologie, mais ça va aboutir vraiment à une perturbation de l'être au monde et de l'être aux autres. D'accord ? Être au monde et être aux autres, ça nécessite d'être capable normalement de filtrer. On est obligé constamment de filtrer des événements qui peuvent être stressants. Il faut... Tout à l'heure, en pleine conscience, faut filtrer le bruit du ventilateur. Bon, il est là, on l'accepte, bon, c'est bon, il ne va pas nous perturber. Un crissement ne va pas nous alerter. Si une porte claque, je ne vais pas dire « Ah, ça y est, ça redémarre ». Donc, cette difficulté de filtrer, cette difficulté d'être présent vraiment dans le maintenant, mais surtout présent dans la motivation, dans l'intérêt finalement au monde, comporte au monde, et puis dans la fonction d'affection présent aux autres. Nous ne sommes pas que des êtres comportementaux, nous sommes des êtres infiniment affectifs, d'accord ? Et nous avons besoin d'affection, mais nous avons besoin aussi d'en donner, nous avons besoin de cet échange, d'accord ? Et ces sujets-là, beaucoup ont cette difficulté. Ils n'arrivent plus très bien à mettre leur niveau d'affection où ils devraient être. Ils en veulent toujours plus. Hein. Ils sont insatisfaits parfois dans ce qu'on peut faire pour eux. Ils peuvent avoir du mal à reconnaître l'attention qu'on leur porte. Et puis aussi, ils ont du mal aussi à apporter aux autres. Ce qui les fait qualifier, on va dire, c'est quelqu'un qui a un comportement égoïste. Il pense qu'à lui. C'est ce que quelqu'un pourrait dire de mal informé en disant « Oui, bon, il y en a plein des personnes qui ont vécu ça. Il n'y a pas que lui ou elle. » Et
Ça va aggraver souvent d'ailleurs le retrait, le sentiment d'incompréhension que la personne va avoir du monde. Au niveau diagnostique, on voit bien dans nos classifications psychiatriques, ça a été longtemps hésitant. Le premier DSM, le DSM, c'est notre classification des troubles psychiatriques, la classification internationale d'origine anglo-saxonne, américaine. Au début, oui, dans les années 50, on a dit oui, c'est une réaction. Si quelqu'un il a été stressé, il a une réaction massive de stress. Voilà, bon. Puis on s'est dit, c'est pas très satisfaisant. 15 ans plus tard, on le retire. On le retrouve plus dans la classification. C'est un truc embêtant, on ne sait pas quoi en faire de ce truc. D'accord ? Donc on va le retirer, on va dire oui, c'est une réaction situationnelle, mais bon, on préfère ne pas l'individualiser. Il faudra attendre les années 1980 pour le voir réapparaître sur l'expérience vécue, d'accord ? Après en 94, sur le fait qu'on reconnaît quand même les émotions associées. On reconnaît que on peut être traumatisé en étant témoin et en n'ayant pas été victime soi-même. D'accord ? Ce qui veut dire que la personne peut inférer des choses qui ne lui appartenaient pas initialement. Et donc on le classe dans les troubles anxieux. On dit c'est un trouble anxieux. Et pendant longtemps, ça a été un trouble anxieux. Et la dernière classification fait un peu machine arrière, dit ouais, c'est pas vraiment un trouble anxieux, c'est un trouble lié à un traumatisme, c'est un trouble lié au stress, à la réaction de stress, et on va renforcer l'étiologie. On va dire finalement, c'est l'étiologie, c'est-à-dire la cause qui fait foi. Et on va se remettre là-dedans dans une approche véritablement causaliste. Si la personne est comme ça, c'est parce qu'elle a vécu cet événement. On va recentrer là-dessus, plus que peut-être les difficultés personnelles de la personne ou ses fragilités, dont je vais dire un mot après. Parce qu'en fait, si on y réfléchit à un niveau très comportemental, tout ça est une affaire d'adaptation. On vit un événement exceptionnellement menaçant, qu'il soit aigu ou qu'il soit durable. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'adapte. Beaucoup de personnes font ça. On essaie de s'adapter. Comment je vais gérer ça ? On peut appeler ça le coping. D'accord ? Comment je vais gérer cette situation et avoir des réponses comportementales et affectives adaptées. Parfois, on y arrive, je vous rassure. On y arrive d'autant mieux si on a des techniques, si on sait se mettre dans le présent, si on sait ramener les choses à sa vie actuelle, ne pas chercher à tout régler, si on peut, voilà. Bien sûr, mais c'est pas possible chez tout le monde. Si on y arrive, tant mieux, on devient encore plus robuste. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est sûr. On accroît sa résilience en surmontant cela, parfois au prix de refoulements importants. Mais quand on n'y arrive pas, on est fragile. Et la menace de perte d'équilibre, elle devient véritablement réelle. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont interférer là-dedans. Et on ne les connaît pas bien. C'est vrai. Pourtant, il y a énormément de travaux maintenant, quand même, depuis longtemps sur le psychotrauma. Mais on ne connaît pas encore très bien. Oui, on sait qu'il y a des choses qui sont liées à l'événement. Oui, il y a des événements qui sont plus majeurs que d'autres, qui déclencheraient une détresse chez quiconque. On est à Nice bien placé, bien sûr, pour le savoir. Mais bon, il y a des sujets qui vivent des choses individuelles très différentes, sans qu'on puisse réellement les comparer. On sait aussi que tout ça va interagir avec l'histoire, avec le contexte. Chaque individu a une histoire qui va rentrer en résonance, qui va absorber ou qui va rejeter ce qui se passe actuellement. Tout va dépendre donc beaucoup de son comportement face à ça, en fonction de ce qu'elle a vécu au préalable et de son contexte, de sa conjoncture actuelle. Comment elle a répondu ? Comment elle a fait face immédiatement ? C'est important. La façon dont on arrive à faire face immédiatement et surtout la façon dont on est soutenu immédiatement est importante. Les personnes qui interviennent en immédiat après un traumatisme le savent. La seule façon
Pourquoi on a fait des cellules d'urgence médico-psychologique? Pourquoi le service des santé des armées le sait depuis longtemps? Il faut intervenir précocement sur le terrain auprès des personnes. Parce que c'est là qu'on peut repérer qui réagit bien, qui arrive à s'adapter bien, qui fait face, qui a besoin d'un peu plus d'aide. Et ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Il faut être sur place pour s'en rendre compte. Et puis, ça dépend aussi des conséquences. Aujourd'hui, à 2 ans et demi, par exemple, de l'attentat de Nice, il y a des personnes qui encore n'ont pas retrouvé de travail, il y a des personnes qui sont en difficulté familiale, il y a des personnes qui n'ont pas été totalement réparées, indemnisées, bien évidemment, il y a des procédures qui ne sont pas clôturées. Donc tout ça influence considérablement le processus et c'est indéniable. Donc pourquoi il faut les traiter? Parce que c'est fréquent, parce que c'est des états qui peuvent avoir véritablement des conséquences relativement sévères, jusqu'à menacer la personne de suicide, d'accord, ou de désorganisation. Et donc il faut véritablement des prises en charge intégrées, conventionnelles, non conventionnelles, médicamenteuses, non médicamenteuses. Nous avons besoin de plus en plus de choses qui soient diversifiées. Si on réfléchit finalement sur la base des thérapeutiques, donc des thérapies, des psychothérapies, actuelles, elles vont beaucoup être quand même basées sur ce triptyque. Là, on est vraiment dans les thérapies plutôt d'inspiration cognitivo-comportementale. Il y a d'abord qu'est-ce que je pense de ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que je ressens au fond de moi et qu'est-ce que je fais finalement depuis que j'ai eu ça ou face à cela. Et donc il y a de nombreuses thérapeutiques. Il faudrait un grand diaporama pour citer toutes les thérapeutiques qui sont encore développées, qui sont encore testées, d'accord. Bon, il y a des choses qui ont été un peu plus démontrées efficaces quand même. Hein. Si l'on reprend un petit peu les critères américains, par exemple, on sait que quand même les TCC centrés sur le trauma, les thérapies cognitivo-comportementales, l'exposition progressive contrôlée, le MDR, les thérapies narratives, certaines psychothérapies, bref, ont démontré quand même dans certaines études leur efficacité. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas efficaces. C'est parce qu'elles n'ont pas été réellement testées selon les critères habituels de la recherche. Mais on sait qu'au niveau individuel, il y a beaucoup de choses qui sont non spécifiques, qui peuvent être à médiation corporelle, à médiation artistique, de maîtrise du stress, qui peuvent être non conventionnelles. Et puis il y a des choses, de plus en plus, on va quand même vers des méthodes un peu mixtes, qui associent un peu les deux. Alors bon, la méthode Brunet, d'accord, on va faire de la réexposition pour éviter la reconsolidation traumatique. En utilisant aussi le propanolol. On va essayer de marier un peu les choses. On peut marier de la pleine conscience, d'accord, et une activité physique qui favorise un petit peu cette situation. Bon, il y a beaucoup de choses et je n'ai absolument pas l'ambition de faire le tour de ce qui peut se faire. C'est ce que nous faisons actuellement sur Nice. Il y a nécessité de traitements plus personnalisés. Le problème, il est là. En fonction des comportements, chacun est différent, a des comportements assez différents. Certes, il y a des types, oui, d'accord, l'évitement, la réactivité, la réactivité neurovégétative, la reviviscence traumatique, oui, les altérations de l'humeur, oui, c'est assez partagé, mais ça va être très différent en intensité, en évolution d'une personne à l'autre. Donc on a besoin de thérapies qui soient de plus en plus adaptées à des phénotypes qui sont quand même assez différents. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans l'évitement, il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans le repli dépressif, des personnes qui sont beaucoup plus dans la peur et l'hyperactivité. Et on ne peut pas les traiter exactement de la même façon, bien évidemment. Et on a besoin de rechercher donc des marqueurs qui nous aident à mieux comprendre cette interaction, disons-le, qui est souvent quand même une interaction aussi gène-environnement. Hein. On a une génétique de structure, mais aussi on a aussi une épigénétique qui se construit au fur et à mesure de nos expériences. Et tout ça va interagir avec l'environnement. Et on a besoin de connaître davantage, finalement, quel est notre patrimoine, le patrimoine de chacun, et vers quoi, parfois, il peut orienter
en termes de décompensation. D'accord ? Donc, il faut une approche bien sûr intégrée. Bien sûr, l'apport psychothérapique et psychosocial est au premier plan. Les psychothérapies centrées sur le trauma, oui, elles ont démontré leur efficacité, mais on a besoin d'une diversification. Et je crois un des grands mérites de l'Office, c'est véritablement de mettre à jour, de mettre à disposition donc, des techniques non conventionnelles. Ça ne veut rien dire non conventionnel. Ça veut dire qu'il y a ce qui est conventionnel qui peut se faire et ce qui est bon. Non, des techniques qui sont peut-être moins connues, d'accord, qui peuvent être plus diversifiées, qui vont pas forcément se centrer sur le trauma ou sur le problème actuel, d'accord, mais qui vont. 5 minutes. J'ai fini. Mais qui vont véritablement se centrer la personne, d'accord, sur son être, son être au monde et son être à soi aujourd'hui. Il faut probablement les associer avec le souci qu'on a quand même dans cette population en particulier, c'est l'adhésion des personnes aux thérapeutiques. Beaucoup de personnes viennent consulter après un événement traumatique individuel ou collectif. Malheureusement, encore trop ne reviennent pas. Et on a un problème, c'est vrai, souvent de suivi régulier qui est lié véritablement qui peut être lié à l'évitement, qui peut être lié au repli, qui peut être lié au désespoir appris de certaines de ces personnes. Voilà, je vous remercie.